Luc, mon ami, on voulait en parler hier, on a comme manqué de temps, mais il y a ce dossier, comme on dit en bon français, un bombshell là, qui a été publié avant-hier par le New York Times concernant le traitement de l'affaire Epstein par Donald Trump et son entourage, qui aurait carrément utilisé ce qu'on appelle la Situation Room, là, cette espèce de salle hyper hermétique, généralement réservée à des conflits là, top secrets, qui aurait utilisé cette salle-là pour discuter de l'affaire Epstein puis essayer d'étouffer l'affaire. Le vice-président J.D. Vance a été impliqué. Raconte-nous un peu, justement, le dossier puis quels impacts ça a eu là, depuis sa publication. D'abord, oui, effectivement, c'est intéressant. Et pour ceux qui voudraient aller lire, c'est dans le New York Times d'avant-hier. Ça s'inspire, l'article en question. Donc, c'est un peu la panique autour du dossier Epstein. Et ça s'est tiré d'un livre rédigé par Maggie Haberman, qui a déjà fait ses preuves en journalisme, et Jonathan Swift, que j'aime bien. Pour ceux qui fréquentent parfois, sinon, c'est une suggestion. Le site Axios en ligne, Jonathan Swift est derrière ça. Donc, que nous apprend-on que, alors que tout semble au beau fixe, que Donald Trump est au sommet des cotes qu'il a obtenues, donc de popularité, on décide au moment où il est question des dossiers Epstein de ne pas inviter le président et de s'installer effectivement dans cette salle où on avait vu des années auparavant Barack Obama, Hillary Clinton, par exemple, superviser la traque et l'élimination d'Oussama Ben Laden. Mais cette fois-là, donc, on ne s'en prend pas à un leader étranger. On se demande, alors que toutes les grosses têtes ou les personnages importants de l'administration, sauf le président, sont regroupés, que fait-on avec les dossiers Epstein? Et ce qu'on apprend dans l'article est drôlement intéressant. D'abord, J.D. Vance semble être un peu isolé au sein de cette grande équipe de l'administration Trump, parce que lui, il dit, on met tout sur la table, on dévoile l'entièreté du dossier, on l'ajoute transparent d'un bout à l'autre, et j'ajouterais à ça, c'est un des éléments qui m'a étonné le plus, J.D. Vance dit, j'ajouterais à ça une entrevue entre Tucker Carlson et Ghislaine Maxwell, qui est toujours derrière les barreaux, avec laquelle, il faut se rappeler, le numéro 2 de la justice, celui qui est maintenant à la justice par intérim, Todd Blanche était allé s'entretenir avec elle pour obtenir de plus amples informations. Donc, est-ce qu'on imagine... Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump, doit-on et bien sûr, le signaler? Dans une affaire criminelle. Ouais. Donc, c'est important de le souligner aussi. Alors, est-ce qu'on imagine aujourd'hui cette entrevue-là? Et on avait même abordé non seulement une entrevue avec Maxwell, mais l'éventualité d'une grâce ou ce qu'on appelle un pardon présidentiel. Essaie d'imaginer l'onde de choc, parce qu'il va revenir, le dossier Epstein, devant le Congrès. Ce n'est pas terminé. On n'est pas débarrassé du côté de l'administration Trump. Est-ce qu'on imagine une grâce présidentielle pour une femme qui est associée à Epstein dans du trafic sexuel et du trafic sexuel de mineurs? Déjà, il y a des gens qui sont, à raison, je pense, scandalisés qu'elle soit dans un club faible, à ces espèces de prisons, finalement, où on la soigne aux petits oignons, où elle a le droit à son animal de compagnie et quelques petits extras supplémentaires. Donc, il y avait ça. On dénotait aussi déjà à l'époque, et là, on parle de juillet 2025 pour se situer dans le temps. Donc, on parlait aussi d'un clivage ou d'une division entre Pam Bondi, qui était à la justice jusqu'à ce qu'on lui suggère fortement de s'en aller, de démissionner. Il y avait déjà des frictions ou une division entre Pam Bondi et le directeur du FBI, Kash Patel, et son adjoint, M. Bongino. On sait que Bongino a quitté. Kash Patel, malgré la tourmente, lui, est toujours en poste. Et d'ailleurs, on fait ressortir le fait que Patel semble jouir d'un privilège du seul fait qu'il soit un homme. Parce que quand on quitte l'administration Trump, ce sont presque exclusivement des femmes qu'on tasse ou qui sont écartées et non pas les hommes. Mais donc, c'est fascinant à lire comme dossier pour bien montrer à quel point on est dépassé par ce dossier-là et qu'on craint, avec raison, les retombées. Et le punch final de cette histoire, c'est qu'on va aller à l'encontre de ce que souhaitait J.D. Vance. On va finir par laisser paraître, bien entendu, par publier des documents particulièrement caviardés. Il y a des documents que nous n'avons toujours pas vus, auxquels nous n'avons toujours pas accès, et on va jouer un peu le contournement ou les déviations plutôt que la solution Vance, qui était de prendre le taureau par les cornes. Rappelons aussi que le nom de Donald Trump apparaît 38 000 fois dans ce qui a été publié jusqu'ici dans les dossiers de pédocriminalité l'entourant Jeffrey Epstein, ce qui est quand même... c'est que quand on entend ça, c'est effrayant, mais j'ai l'impression que ça mène à rien.
Je ne sais pas s'il y aura des conséquences éventuellement. On laisse traîner ça dans le temps, puis à chaque fois, il y a des développements, puis c'est comme si à un moment donné, est-ce que ça aboutira à quelque chose? J'en doute de plus en plus. Ben, il y a, Isabelle, les élections de mi-mandat qui approchent. Et ce que vont changer les élections de mi-mandat, si jamais les démocrates l'emportent, c'est que là, le pouvoir d'enquêter au sein des commissions, quand on prend le Congrès ou la Chambre des représentants, il y a ensuite un grand nombre de commissions dont les démocrates obtiendraient la direction. Et là, il y a un plus grand pouvoir, donc, d'assignation à comparaître, un plus grand pouvoir d'enquête et d'assignation à comparaître. D'ailleurs, au moment où on se parle, le fait que le nom de J.D. Vance ait circulé dans l'article du Times, on redouble d'ardeur au Congrès maintenant et à la Chambre des représentants pour dire, à la lumière de l'article du New York Times, on aimerait peut-être ça discuter avec plus de gens, dont J.D. Vance. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je reviens à ton intervention. Je pense qu'il y a des chances qu'on puisse obtenir plus d'informations s'il y a une victoire démocrate aux élections de mi-mandat ou si les républicains, ils le sentent déjà, sentent la soupe chaude parce qu'ils perdent la Chambre des représentants au moment où on se parle. Mais les chiffres récents de ce matin montrent qu'ils pourraient perdre le contrôle du Sénat également. Ben, ça veut dire un Donald Trump... Oui, ouais, ça m'emmène non, mais tu m'ouvres la porte, Luc, à ce deuxième sujet qui est finalement un peu corrélé. C'est cette sortie là, du sénateur Cornyn qui a été carrément tassé là, par le mouvement MAGA. Il est un sénateur républicain. Il avait été élu lors des dernières élections et on l'a tassé. Il n'a pas, en tant qu'élu, gagné sa propre investiture, ce qui est quand même assez particulier. Ça n'était pas survenu depuis les années 70 aux États-Unis. Et il a fait une sortie pour prédire, là, à mots couverts, une défaite de Trump en novembre prochain et en disant que ça serait une fin de mandat très difficile pour un président qui est souvent porté à agir de manière unilatérale, voire même à déformer la réalité pour arriver à ses fins. À quoi ça ressemble? Je voulais un peu t'entendre, là, peut-être en terminant. À quoi ça ressemble une fin de mandat? Disons que les démocrates gagnent le Sénat et le Congrès. Est-ce que c'est une explosion une fanfare chaotique? J'aimerais que tu nous décrives ce que tu vois là, si ça devait survenir. Pour des gens comme moi, mais je ne suis pas sûr que ce soit bon pour les autres, mais pour des gens comme moi, ça va être fascinant, c'est énormément de travail, puis ça va être d'observer beaucoup de stratégies, parce que c'est ce que je répondais à Isabelle, c'est certain que si Donald Trump devient ce qu'on appelle un lame duck, d'abord, il en est un, il ne peut pas se représenter, donc c'est un président en fin de mandat, puis même en fin de présidence, là, il est limité à 2 mandats. Imaginons quelqu'un qui est déjà un lame duck et qui a les 2 chambres contre lui. Donc, je mentionnais tout à l'heure, ne serait-ce que le blocage systématique de ces projets de loi, le blocage de budget, ce serait particulièrement difficile. On a vu d'autres présidents s'en sortir, comme Bill Clinton, qui avait revu ses politiques plus au centre droit pour accommoder des républicains et malgré tout avancer. On a vu un Barack Obama dire, écoutez, vous voulez me bloquer? Il me reste quand même 2 outils, même si je m'en vais. J'ai un téléphone puis un stylo. Avec ça, on peut faire un bout de chemin ensemble. Est-ce que Donald Trump est capable de ça? Moi, je suis pas certain. Donc, il y aura obstruction, opposition, enquête. Et connaissant Donald Trump, il n'abandonne jamais. Il lutte jusqu'à la dernière seconde. Je m'attends à une série de décrets. Je m'attends à ce qu'il ne se soumette pas aux décisions, pas avant d'être allé au bout des recours devant les tribunaux. Et je m'attends, lorsqu'il va procéder à des nominations, et ces nominations doivent être entérinées par le Sénat, à ce qu'il fasse des nominations par intérim. Ça lui évite de contourner le Sénat en plaçant quelqu'un qu'il veut avoir, donc dans un poste particulier. Mais attendez-vous à du chaos, à du spectaculaire, et vous allez me dire, ça change quoi? Un autre tour de manège assez intéressant. Moi, ça me donne l'impression, en t'entendant, que ces élections-là, ça ne fera pas bouger grand-chose, probablement. Là. C'est-à-dire que, je répète, pour des enquêtes et pour certains dossiers, les démocrates, d'abord, vont être placés dans une position où ils doivent maintenant rendre des comptes. Là, ils sont dans une position où on critique et où on profite des mauvais sondages, mais on n'assume pas grand-chose, finalement. Là, ils vont être sous les projecteurs. Ils vont avoir 2 ans pour montrer aux Américains que non seulement on devrait les réélire, mais qu'on devrait avoir un président démocrate en 2028. C'est ce qui est en jeu pour les démocrates. Du côté des républicains, c'est un frein pour le président Trump, ses idées de grandeur ou ses projets dans lesquels il souhaite laisser sa marque sur Washington. Tout ça va être mis de côté pendant 2 années.
Quand même, je sais pas, comme le dit Isabelle, je sais pas si c'est si différent de ce qu'on a vécu depuis 18 mois, mais quand même un peu inquiétant presque dans une mesure, puisque ça reste quand même un partenaire commercial, un voisin, voilà. Qu'est-ce qui pourrait être pire, honnêtement? Il me semble qu'on... je pense qu'on n'a pas vu la pleine amplitude du chaos encore, Isabelle. Moi, je pense à certains égards que ça peut être mieux, parce qu'on a plus de pouvoir, finalement, le Canada et le Québec, en s'adressant aux États, en s'adressant au Congrès qu'au président directement. On risque d'avoir plus d'amis, on va avoir un ton différent, tout le moins, et peut-être plus d'atomes crochus avec une majorité démocrate. Même si on l'a vu sous Biden, le ton était plus cordial, c'était plus friendly, comme on dit, pas du tout dans la langue de Molière, mais on a vu que Biden était quand même assez protectionniste. Mais je pense qu'on y gagnerait, ne serait-ce que légèrement, avec une majorité démocrate. Mais est-ce que de toute façon, la santé de Donald Trump, qui fait souvent partie des discussions, est-ce que vraiment la deuxième portion du mandat pourrait être plus flamboyante que la première? C'est quand même une question qui se pose. D'ailleurs, c'est pas son 80e anniversaire, là, genre demain ou je ne sais trop quoi. Oui, ben pour le match de la UFC. C'est pas le motif du match de la UFC en fin de semaine, c'est dimanche, donc il aura 80. Et Isabelle, nous remettons en question le médecin de Donald Trump. Il pète le feu, nous a-t-il dit récemment. Aucun problème cognitif. 200 livres, un vrai athlète, honnêtement. J'ai hâte de le voir courir le marathon de Boston. Moi, à la fin de la chronique, je retourne tout de suite à l'entraînement parce qu'il me fout les complexes. Donc, allons-y. Luc La Liberté, merci beaucoup, comme toujours, d'être avec nous, de nous informer tout en nous divertissant autour de Trump, des États-Unis et de toute affaire en matière de politique américaine. En tout cas, un excellent week-end. Bon week-end à vous deux. Bye. Bonne fête à Donald Trump.